Bon ben, c'est parti. Bon, bonjour. Donc le RER A a mis du temps à se débloquer, mais je suis quand même arrivé. Donc je suis Florent Ramière, je suis Technical Account Manager chez Confluent. Donc je connais deux trois trucs de Confluent et de la stack Confluent et de Kafka et en général et comment c'est mis en prod. Super petit rapide pour histoire de mettre un peu de contexte, c'est quoi Confluent, parce qu'on va parler de Kafka dans pas longtemps, mais bon, tout ça c'est dans un cadre d'une boîte. Kafka ça a été créé par les gars de LinkedIn, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un espèce de bus de messages, ils se posaient plein de questions, donc ça vient de LinkedIn, c'est fait par notre CTO, Néa, Jay, maintenant il est CEO, donc c'est cool. Donc on représente environ 70% des committeurs de Kafka. Donc en fait, Confluent, la boîte dans laquelle je bosse, c'est vraiment le papa et la maman de Kafka. Donc on a tout un bazar qui enrichit la stack open source, parce que Kafka, c'est vraiment l'organisation Apache, la fondation Apache qui drive le projet, et nous on fait d'autres trucs autour pour améliorer le projet, pour en faire du plus plus. Donc il y a tout un bazar, donc je vous en parlerai après, mais avant, il faut que je comprenne mieux votre besoin, là où vous en êtes, parce que Kafka, c'est un outil qui peut faire plein de choses. Et si je ne comprends pas vraiment là où vous en êtes, votre degré de maturité, vos besoins, je vais taper dans le vide et ça ne va pas servir à grand chose. Donc maintenant, c'est à vous de parler. Dites-moi ce dont vous attendez de moi, de Kafka en général, ou des produits qui sont à côté du monde Kafka, du type Rabbit, Active, les pulsars, comment on va les consommer, est-ce que vous avez déjà des idées, le monitoring, vous avez déjà une religion particulière, il faut que je sache des trucs de vous, histoire que j'adapte des slides ici, c'est un VBL, donc l'objectif c'est que ça soit hyper interactif. Sinon vous allez regarder mes talks sur Devox et vous aurez la même chose. Donc posez-moi des questions, on s'arrête, c'est open bar. Enjoy. Tu connais Centrion un peu tu vois, Très mal. Ok, donc Centrion, c'est une plateforme de monitoring IT open source et on commercialise un certain nombre d'extensions dessus. Donc grosso modo, on va capturer de la métrique sur des hosts, des services, etc. On agrège ça et puis on va surveiller que tout fonctionne bien et fournir un certain nombre de choses, du reporting BI, etc. Et on a un chantier aujourd'hui qui est de développer ça en SaaS. Donc ça veut dire passer d'une échelle locale à une échelle installée chez les clients, à une échelle worldwide, et des milliers de clients et des dizaines ou des centaines de milliers de capteurs qui vont nous envoyer de la donnée en permanence, en stream continu, et analyser ça en temps réel, le stocker en vue de faire soit de l'intelligence artificielle, soit déjà la même chose qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire du monitoring. Vous êtes le nouveau data web français. On peut voir ça un peu comme ça, mais plus. Tout est différent, mais bon, de loin, côté technique, ça sera à peu près la même chose. Voilà, après, c'est des stratégies commerciales différentes. C'est un des axes, effectivement, qui nous drive, c'est leur présence, effectivement, c'est un acteur qu'on regarde. Et on aimerait faire beaucoup mieux, notamment au niveau analytique, sur tout ce qu'on fait. Mais c'est un peu ça. Super. Et vous savez comment ça fonctionne déjà? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme type de composants chez De leur côté, pas précisément, non. Alors, si ce n'est que... je sais qu'ils font beaucoup de Go, par exemple. Je sais qu'au niveau des langages, des technos, parfait. La plateforme derrière, j'ai pas beaucoup d'infos sur ça. Ils utilisent Kafka? Ah oui, largement, oui, évidemment. En fait, ok. Et vous avez déjà des trucs partis. J'ai brossé le code de Centrion après qu'on se soit rencontrés, histoire que j'arrive pas quand même en mode chacal, quoi. Ouais. Donc je vois vaguement comment ça fonctionne. C'est du assez classique, hein, plein de capteurs. Et ensuite, vous faites votre magie à vous, et c'est beaucoup du papouillage avec le client, histoire qu'il ait les moyens de trouver des trucs intéressants dans le bazar qu'il vous envoie, quoi. Ok, donc ça c'est super. Donc, est-ce que vous avez des clients de Chaco qui vous envoient des tonnes de données et que vous commencez à queener, ou alors vous n'avez pas de problème pour l'instant? Si, ça existe. Il y avait des besoins d'adapter l'infrastructure chez les clients dans certains contextes par rapport à des charges très très importantes. Oui. D'accord. Alors, quand on parle de performance, c'est toujours intéressant parce qu'on a des niveaux de... Enfin, la sémantique, par exemple, j'ai des clients, 1000 messages par minute, pour eux, c'est le bout du monde. Moi, ça commence à piquer à 4 millions de messages par seconde. Ouais, d'accord. Et là, on en est où, en fait? Bon, je pense pas qu'on soit à 4 millions de messages par seconde. On n'est pas par là, parce qu'en fait, les clients, les contrôles, ils font souvent, c'est toutes les 5 minutes qu'ils font un relevé. D'accord. Ouais, mais donc... Multiplié par le nombre de ressources. D'accord. Multiplié par le nombre de ressources, multiplié par le service, donc du coup, oui, on peut,
moi j'avais donné l'exigence comme quoi on devait faire voilà, toutes les 10 secondes, 10 minutes. Et ça veut dire combien de millions de messages au final qui arrivent? Parce que demain, j'imagine que c'est déployé on-premise, donc finalement le throughput, il est, en fait, tu peux avoir du capacity planning et voir très rapidement là où tu en es, mais demain si tu fais du SaaS, tout change. Demain du SaaS, ça veut dire potentiellement l'infini. J'ai pas envie d'une infrastructure qui me limite. Très bien, ok. Donc je ne sais pas dire combien au départ, après on va partir forcément sur des flux volumétriques raisonnables, mais il faut que l'architecture soit scalable. Nickel. Nickel. Donc on va pouvoir parler juste de Kafka, juste en captation de la donnée bourrin. Pourquoi est-ce que Kafka peut scaler mais à la chacale? LinkedIn, c'est 1 trilliard de messages qui passent dans les tuyaux par jour. J'ai des clients, donc moi je suis TAM, je m'occupe des clients de Platinum. Donc j'ai des clients qui ont des trucs assez lambda, genre des milliers de messages par seconde. Enfin, c'est les goûts, les couleurs. Enfin, ils veulent des propriétés particulières de Kafka, mais le throughput dont vous aurez besoin à un moment donné, eux ils s'en chargent pas. Mais j'ai d'autres clients, c'est en millions de messages par seconde ou en gigas par seconde. Gigaoctets, pas gigabits. Donc je peux faire un focus là-dessus pour vous expliquer pourquoi est-ce que vous pouvez y aller tranquillou. Donc ça c'est l'aspect captation, c'est cool. Et après, ces données, aujourd'hui les moteurs qui existent ne sont pas scalables, ils sont faits, la version open source de Centrion prévue pour monter en charge, donc au-delà de la capture de la métrique, la réception de la métrique, il se pose aussi la question de son analyse et puis le déclenchement des notifications qui vont derrière, donc il y a du processing, et puis après il pose aussi la question du stockage de tout ça pour du post-processing. Après, notamment, on se pose des questions sur l'intelligence artificielle, de l'analytique sur tout ça. Super. Et actuellement, vous avez quoi? Ça marche comment? Et ça scale comment? Côté Centrion, oui, évidemment. En fait, là où vous êtes... partie on-premise, il n'y a pas vraiment de... la question que je pose, c'est en fonction de vers ce quoi vous êtes déjà à l'aise. C'est du MySQL, essentiellement, et du RRD en partie. Oh, ok, c'est old school, mais qui fonctionne quoi. Ah bah ça fonctionne. 900 gigas de données. D'accord, voilà. ok. Partitionné. Ah oui, donc c'est un pas dans le futur. C'est complètement différent. La philosophie n'est plus la même. Ouais, je comprends très bien. Les besoins ne sont plus les mêmes. Les contraintes ne sont plus les mêmes. Super. Pour ça que... Super. On n'a pas forcément en tête. On va essayer de faire en sorte que la version future SaaS essaye de ressembler le maximum possible à l'infra on-premise. Donc il y aura des évolutions qui vont aussi concerner l'on-premise, mais on a conscience qu'il y a très probablement des choses qu'on fera en SaaS qu'on ne pourra jamais faire on-premise. Pas de souci. Ok. Donc on va parler donc de la captation, pourquoi est-ce que Kafka ça fait sens et pourquoi l'industrie l'a choisi. On va parler ensuite de, ok, il y a des data qui passent dans les tuyaux, comment est-ce qu'on le fait scaler at scale. Je ne ferai pas de FUD, je parlerai des trucs qui sont bien de concurrents les meilleurs, qui sont Spark et Flink. J'en parlerai avec plaisir. Les trucs qui puent dans chacun des composants, j'en parlerai. Parce que pour moi, c'est hyper important. C'est quand tu choisis un truc, quand je choisis une techno, je veux savoir là où ça va piquer en fait. Et challengez-moi, vous n'êtes pas d'accord, allez-y, je suis là pour ça. C'est vraiment interactif. Et pareil en remote, si vous voulez papoter, n'hésitez pas. Super. Donc, ok, consommation, traitement de la donnée, captation. Et quand on parle de ça, vous avez des contraintes différentes des on-premise. Moralité, est-ce qu'il y a les ops qui sont dans la salle? Non. Il y a un ops, super. Donc en fait, quand on parle de résilience, DC, DR, faire péter des brokers et que tout soit ouvert et que les devs t'engueulent pas ou que tes clients t'engueulent pas, c'est des sujets que tu veux que j'aborde? C'est des sujets qu'on va aborder prochainement. D'accord. Et donc demain, si tu fais du SaaS, tu vas directement sur l'OpenShift, Kubernetes, ou tu vas y aller avec du Terraform, Ansible, Puppet, Chef, etc. Plus Terraform, Ansible, enfin moi je suis plus à l'aise avec ces technos-là. D'accord. En fait, ma question c'était plutôt, est-ce que tu vas dans la containerisation ou pas? On va containeriser. Très probablement. Ok, super. Très à l'aise avec la containerisation. D'accord. Enfin, pour la scalabilité, c'est quand même plus confortable. C'est pas la scalabilité qui... Ça c'est du bullshit. Pour moi, c'est juste avoir une sémantique claire, des points d'API concrets, et les gars qui arrivent, parce que là, tu es tout seul, mais demain, comme vous serez un succès, parce que vous allez vers le succès, sinon ça sert à rien d'y aller, quoi. Ça veut dire qu'il y aura plein de trucs à faire, et donc l'équipe, elle va grossir, et il faudra récupérer des gens qui ont déjà la même sémantique, la même culture, et faire du leverage sur ce que la communauté peut faire, et ça, Kubernetes et OpenShift te l'offrent. Alors que si tu fais du Terraform, juste l'infra que tu fais tranquille, et après toutes les opérations d'admin qui fait ton vrai taf, parce que l'install on s'en fout, quoi. Si tu sais pas le faire,
déliré, quoi. Donc en fait, c'est tout le reste qui fait ta valeur, et en fait, tu vas pouvoir faire un énorme leverage sur Kubernetes. Ok, donc je peux faire un blabla Kubernetes. Okay. Il y a d'autres sujets que vous voulez voir qu'on aborde? J'ai combien de temps? Parce que je peux parler pendant 3 heures, hein. Enfin 3 jours. Hein. Vous avez vu, je suis un peu bavard, donc n'hésitez pas à me non, vas-y, prends le temps. Ok, super. Fais-toi plaisir. Ok. Après, faut qu'on aille manger. Quand j'ai faim, je te ferai ici. Quand t'as faim, ok. Ouais, mais on est plus que toi, donc on pourra pas. Donc là, c'est l'aspect un peu corporate. Donc en gros, ça, c'est la fondation Apache. Donc on est hyper aware de ce que c'est d'être Apache. C'est-à-dire qu'on joue pas avec le feu. C'est Confluent, c'est pas Kafka. On est juste des gens importants dans la communauté parce que la plupart des communitaires, c'est nous. Mais on n'est pas Kafka. Donc la gouvernance, c'est vraiment la communauté. C'est-à-dire vous avez des trucs à faire, vous nous poussez. C'est la gouvernance d'Apache. C'est pas Confluent. Donc la réalité, c'est que on a une boîte, on veut faire du pognon, et donc on veut un peu capter les données. Donc ce qu'on va faire du plus sur la fondation Apache. Donc on va implémenter des connecteurs en C#, C++. Vous êtes plutôt une équipe de... Il y a du C chez vous, il y a du C++ un peu, il y a du Java, ça? Alors il y a un tout petit peu de Java, PHP, Node aussi. Et Node aussi un peu. Et du Node, ouais, d'accord. En gros, nous, on va développer des connecteurs dans tous les langages un peu relous, parce que c'est un peu pénible. Donc là, en fait, dans Apache Kafka, tu as uniquement Java et Scala, parce que c'est un peu JVM, quoi. Et tout le reste, c'est nous qui le faisons. Donc, vous connaissez déjà, je vais pas commencer par le début, mais qui connaît Kafka, en fait? Wow, ok, je fais un petit reset, désolé. Je pensais que vous connaissiez Kafka. Donc Apache Kafka, c'est donc un espèce de tuyau, je vais en parler juste après. On peut voir ça comme un RabbitMQ, dans un ActiveMQ, qui a des propriétés un peu différentes. Parce que sinon, si c'est pas différent, ça sert à rien. Donc c'est un commit log distribué qui a des propriétés intéressantes. Et ces commit logs, il faut bien qu'on mette des données dedans et qu'on tire les données pour les mettre à l'extérieur. Donc c'est des connects. Il faut voir ça comme un copy into Kafka, copy from Kafka et met à l'extérieur. C'est pas plus que ça. Et stream, c'est l'équivalent de Spark et de Flink. Il y a des API pour manipuler les données en temps réel. Bon, rien d'extraordinaire. Ok, donc tout ce bazar, lorsque c'est fait, on a besoin des clients sur les différents langages qui ne sont pas gérés par la communauté. Donc les connecteurs, l'espèce de copie, vous les récupérez du S3, du HBase, du MySQL, du LDAP, du Change Data Capture, enfin tous ces trucs un peu pénibles. On fait copie par Kafka, et de la même façon, lorsqu'il y a des données qui sont dans Kafka, on veut récupérer les données de Kafka et les mettre à l'extérieur. Pareil, inverse, super, rien d'extraordinaire. J'aime bien expliquer les connecteurs. J'ai mis longtemps à comprendre vraiment ce que c'était qu'un connecteur. Qui connaît Logstash ici? J'imagine que vous écoutez. Ouais, en gros, c'est un forward de data assez malin. On a des propriétés pour faire de la transformation. Et il faut voir connecteur comme un Logstash distribué. Tout le reste, c'est du bullshit. Enfin, c'est des propriétés intéressantes, mais bon, le truc important pour mettre son cerveau sur les connecteurs, c'est un Logstash distribué. REST proxy, donc quand tu as une vieille application où tu n'as pas de client, tu fais tout via HTTP. Donc tout ça, tout ce composant à Kafka, il y a pas mal de composants qui se parlent les uns les autres, c'est un peu pénible à setuper. On a une clip, on fait install, Confluent start, la totale sur votre machine est démarrée, comme ça vous pouvez tester tranquillou sans vous emmerder à faire du Terraform, de l'Ansible, etc. Et ensuite, c'est le côté pognon. Pour nos clients Platinum, on a des trucs intéressants. C'est l'optimisation des clusters. C'est un truc qui va vous intéresser probablement à terme. Il y a des alternatives open source qui sont moins bien, mais qui feront le taf. Le réplicator, c'est pour faire quand on veut faire du multi-DC. Ça va t'intéresser. Il y a des trucs intéressants qui arrivent. Du JMS, donc en général, ça c'est les grands clients, c'est les banques. Il y a du MQ quelque part. Ils se codent derrière le MQ. Et évidemment, le monitoring, la sécurité, tout le bazar. Donc, c'est Fondation Apache, gratos, payant. Ok. Je vais rester quelques temps là-dessus. Donc, on va juste s'occuper du vocabulaire. Un topic, c'est comme une queue. Je vais envoyer des messages dans le topic. Donc, qui connaît les MQ, les RabbitMQ, ActiveMQ? Ok, donc finalement pas beaucoup. Donc finalement, une queue,
Bah, une queue en Java ou en C# ou en .NET, vous êtes tous à l'aise. Enfin, on fait pop et push, hein. C'est pas plus que ça. Donc un RabbitMQ ou un ActiveMQ, ou un composant JMS, c'est je push et je pop. Donc c'est-à-dire j'ai des données dans une queue, et quand je suis consommateur, je prends la donnée sur la pile, et puis je me barre avec, et je vais faire un truc. Donc elle est plus dans la queue. Bah oui, j'ai fait pop. Donc je pars avec la donnée. Pour l'instant, je dis que l'eau ça mouille, on est d'accord. Donc en fait, ça c'est une propriété qui est hyper intéressante, et c'est la propriété que garantit les MQ de type Rabbit et ActiveMQ. Et donc c'est pas facile à faire. Et ça peut pas scaler, parce qu'il y a un point de contention au niveau du pop. Si vous êtes 47 à faire pop, il faut bien mettre un lock pour qu'on garantisse qu'il ne pop pas le même truc. C'est assez logique, c'est by design. Et donc by design, il y a un point de contention. Alors, dans la réalité, quand on a une application bancaire, on a 40 pop dans la seconde, le lock, on s'en fout complètement. Ça ou Kafka ou un autre truc, rien à péter. Vous, en revanche, si vous avez une pétrachie de données qui arrive en temps réel, vous ne pouvez pas, avoir ce lock parce que vous aurez des problématiques de performance et vous aurez avoir des latences gigantesques. On est d'accord, pour l'instant, c'est l'eau ça mouille. Voilà, et bien en fait, Kafka, il sert exactement à corriger ce problème. C'est l'implémentation des queues avant, c'est je prends la donnée et je me barre avec. Et bien Kafka, c'est je me connecte sur la queue. Donc une queue, c'est bien ordonné. Et je dis, je mets mon doigt et je dis, c'est moi qui lis dans la queue. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre la valeur et me barrer avec. Et donc en fait, la problématique de la synchronisation et du lock pour accéder à la donnée des queues, elle n'existe plus. Parce que c'est moi qui dis où est-ce que j'en suis. On va rester juste 2 secondes là-dessus parce qu'il y a plein de propriétés qui en reviennent. Donc ok, donc topic, c'est une queue, pareil. Donc c'est un commit log distribué. Donc supposons que j'ai une seule partition. On va s'occuper des partitions après. Il y a uniquement le O qui existe. Je mets des données. Je fais push, 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 push. Donc j'ai fait 6 push séquentiels. Donc j'ai mes valeurs qui sont là, 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 là et là. Tranquille. Donc ça veut dire que si j'ai une seule partition, je peux garantir l'ordonnancement. Ouais, d'accord. Bah oui, je ne peux pas me tromper. Ils sont à la queue leu leu, donc il y a bien un lock, un espèce de lock à l'écriture, qui de toute façon il est lié dans le file system. Hein. Quand tu fais push sur un fichier, ça fait la queue leu leu. Nickel. Eh bien, en fait, dans Kafka, on a des consommateurs qui ont juste un pointeur qui se balade sur ce commit log. Donc ça veut dire qu'on peut faire l'équivalent d'une queue, c'est-à-dire je suis toujours à la fin et j'écoute les nouveaux messages qui arrivent et je peux revenir dans le temps. Alors là, pour le coup, pour toi, ça va t'intéresser énormément parce que tu es en train de galérer avec, t'as un DC qui est en train de queener, et tu peux dire, non, allez, revenez dans le temps que je refasse un rollback d'un truc bizarre ou je sais pas quoi, ou je repousse des données qui n'étaient pas temps réel, et tu dis, changez votre pointeur, revenez ici et redémarrez. Donc ce type de use case, qui semble un peu anodin, en fait il n'est pas du tout parce qu'il a d'autres propriétés. Donc déjà, rien que ça, c'est intéressant. Et tu n'aurais pas pu le faire avec un MQ normal parce que la donnée, si elle a été consommée une fois, tu t'es barré avec. Ok, donc finalement c'est pas très compliqué, c'est juste une queue, et c'est toi qui t'occupes de savoir où est-ce que tu es. Voilà. Donc ça veut dire que tu peux avoir plein de consommateurs sur la même donnée. Oh, ça commence à être intéressant, parce que là maintenant tu es en train de te dire, toi, côté consommation, je veux faire du Kafka Stream, ou je veux faire du Flink, ou je veux le mettre dans du S3. Donc tu vas pouvoir avoir plusieurs consommateurs qui vont prendre ces données et qui vont faire un espèce de fan-out pour tester en temps réel des nouvelles stratégies pour voir si ça fonctionne, sans perturber la vraie prod. Il y a bien des heuristiques de nettoyage de la queue, parce que si personne ne les enlève... On en parle juste après. Ou maintenant, si tu veux. Donc supposons qu'on n'a qu'une seule partition, donc finalement, t'es sympa, mais j'envoie des pétrachés de données qui sont là-dedans. Ça crame, non? Déjà, la réponse est évidemment, c'est logique. Ce que tu peux faire une rétention sur le nombre de messages, pardon, sur la taille de la partition. Après 150 gigas, tout ce qui je tue les segments qui sont derrière en fait. Tu peux également avoir des TTL. Donc si ça a plus de 23 jours,
Par exemple, tu as besoin d'au moins une capacité de 7 jours, plus un week-end d'emmerde, plus un jour de backup, et ben tu fais, ce topic-là, je le veux au moins pendant 10 jours. Tranquille. Et c'est stocké sur disque. Et c'est stocké sur disque, absolument. Ok, donc là j'ai juste abordé le sujet le sujet principal qui est c'est l'équivalent d'une queue, parce que tu peux l'utiliser comme une queue à la RabbitMQ, à l'ActiveMQ, etc. Mais tu peux également avoir des nouveaux cas d'usage. Donc c'est pas un Rabbit ou un ActiveMQ c'est vraiment différent en fait. Si vous l'utilisez comme une meilleure queue, c'est dommage. C'est important de se rendre compte que qu'on n'est pas dans un meilleur. Vous connaissez le truc là de Henry Ford, si on m'avait demandé ce que je devais faire, il voulait des chevaux plus rapides et il a fait une voiture. Bah là c'est pareil, il ne faut pas voir ça comme un cheval plus rapide, non, c'est juste autre chose. Donc là vous êtes dans la télémétrie. La télémétrie souvent c'est assez stateless, il n'y a pas forcément besoin d'ordonnancement parce que le timestamp il arrive avec le payload, donc vous pouvez retrouver où est le temps. Si vous avez besoin d'avoir, à un moment donné, vous allez sûrement avoir du microservice ou l'équivalent, l'ordonnancement va être important. Comment est-ce qu'on va gérer l'ordonnancement? En fait, l'ordonnancement, il est garanti dans une partition. Et un topic, en fait, c'est n partitions. Donc, qu'est-ce que c'est que n partitions? Si vous avez compris ce que c'est qu'une partition, c'est juste un espèce de segment, c'est une espèce de queue à la queue leu, c'est juste que j'en mets n. Comment est-ce que je vais mettre mes données dans ces partitions-là? J'ai un partitionneur. C'est extraordinaire. Alors par défaut, c'est un round robin. Super. Si vous avez besoin de spécialiser, que vos données aillent sur une application particulière, alors typiquement dans votre use case, toi tu seras sûrement au forefront de ce type d'activité pour déterminer où aller où. Typiquement, tu auras probablement le nom de ton client participera à la détermination de où aller là-dessus. Parce que ça a un impact lors de la consommation. Sinon, sinon il faut consommer tout le monde pour... Vous voyez la différence ou pas? Ah oui. D'accord, donc c'est juste un partitionnement. Alors... si je commence, il y a une isolation entre les différentes partitions? Absolument, complet, oui. Donc en fait, ça peut être sur des machines différentes. Ah, carrément. Donc le topic n'existe pas dans Kafka. Ça n'existe pas. Kafka ne gère que des partitions. Et ensuite, il y a des élections de leaders pour la résilience, etc. Ok, donc on a dit qu'un topic, c'est un agrégat de partitions. Chacune des partitions, les messages qui sont dedans sont ordonnés. En tant que consommateur, je peux être au cul du camion avec un consommateur, ou dire non, non, je veux revenir à l'offset 2 et recommencer, parce que j'ai envie, donc c'est cool. Et si j'ai des consommateurs distribués, comment je garantis que le même message n'est pas consommé plusieurs fois? Parce que s'ils sont résilients... C'est une très bonne question. Ok, donc finalement, quel est le modèle de distribution? C'est ça ta question? Ouais, au niveau des consommateurs, quand je vais consommer. Ouais, d'accord. Donc maintenant il faut consommer. On va revenir. Je vais brosser rapidement la consommation, puis je vais revenir là-dessus. Donc bon, super, tu m'as expliqué que c'est un agrégat, que ça c'est ordonné, que je peux me balader à droite à gauche. Maintenant, j'ai une application. Comment ça fonctionne? Comment je consomme vraiment? Donc typiquement, je vais supposer que j'ai l'application la plus con du monde, c'est que je me connecte sur le topic et je veux tout lire. Je veux pas m'occuper des partitions, je veux pas savoir que ça existe. Hein. Moi, je veux les logs du client Toto. Bon, je souscris au topic. Donc j'ai une JVM. Alors là, pour le coup, c'est du Java, mais ça pourrait être autre chose. Il y a ce qu'on appelle le Consumer Group Protocol. Donc l'application, elle dit, je suis l'application Tartampion, je suis l'application dummy. Je suis juste dummy. Et il va y avoir un échange avec la définition du topic. Donc, dans le consommateur, il va voir... Excusez-moi, je vais faire un petit aparté avant. Ça vit dans le broker, les brokers Kafka. C'est là où il y a les vraies données. Le broker Kafka, donc, il fait que ça. Il fait que stock des données et récupérer des données. C'est byte in, réplication, byte out. Donc c'est con comme la lune. Donc maintenant, finalement, pour répondre à ta question, c'est la réplication, les stratégies de scaling, il se fait au niveau du client.
ça, c'est aussi une énorme différence par rapport à d'autres technologies. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, ton application dummy, elle va faire une requête pour le topic. Et dans le driver de consommation, il va y avoir un échange qui s'appelle Consumer Group Protocol pour déterminer qui doit faire quoi. Et comme il est tout seul, bah, il doit faire tout. Donc en fait, il va récupérer toutes les partitions et tu vas voir tu vas faire une consommation de toutes les partitions à la queue leu. Il va avancer jusqu'aux dernières nouvelles qui sont là en temps réel. Ok, bah, supposons que ce dummy, en fait, maintenant, c'est sympa, mais ça rame son cake. Je commence à être de plus en plus en retard, parce qu'il y a de plus en plus de trucs qui arrivent ici. J'ai besoin d'être plus performant, et je veux ajouter un nouveau dummy sur notre machine. Il y a un nouveau dummy qui arrive, parce qu'il y a un groupe ID qui s'appelait dummy, il y a une nouvelle élection du protocole, pour déterminer, partition 1, partition 2 va sur la première application, qui est la même application, mais la première application 1 et 2, et la deuxième application va récupérer la partition 2. Okay. Donc ça, c'est un truc qui est gigantesque. Donc là, je rebondis encore sur le processing. Donc qui connaît Spark et Flink? Ok, donc en général, les Hive, les Presto et tout ce bazar, enfin le monde Hadoop, vous connaissez un petit peu ou pas trop? Ok. Donc grosso modo, vous avez besoin d'avoir des frameworks complets pour dire, pour faire ce genre de choses là, c'est-à-dire se partager le load entre applications. Avant, c'était complètement renversé. C'était je suis dans un cadre de travail, je vais donner mon code à l'intérieur d'Hadoop et c'est Hadoop qui va le splitter. Là, c'est complètement changé. Il n'y a pas de framework. C'est juste une lib à 2 balles. Mais en réalité, c'est extrêmement simple. Et l'overhead cognitif sur l'exploitation, particulièrement pour toi, parce que c'est l'espèce de tabou du monde Hadoop, c'est qu'en fait, les ops, ils doivent être des devs, quoi. Et c'est hyper relou. Donc ça permet d'avoir des choses très simples. Donc moralité, le scaling, il est basé sur la partition. Je me suis complètement perdu. Ok, topic, c'est un agrégat de partitions. Les partitions sont ordonnées. Les consommateurs peuvent se balader autant qu'ils veulent dans les partitions. Et le modèle de scaling se fait dans le client. Et ensuite, les partitions, les topics ne doivent pas être infinis, et donc il y a des politiques de rétention basées sur le temps et la taille. Ok, je vais parler rapidos de streaming. Le truc important à savoir, c'est qu'en fait, tout ce que je dis, il y aura des exemples pour vous, tranquille le soir, vous regardez, etc. Donc si ça va trop vite, c'est pas grave. Ah oui, il y a un autre truc aussi, c'est que à chaque fois quand ça fait sens, je vous explique des machins et j'ai fait des captures. Ok, Askinema va pas faire. Je fais des captures temps réel de mon écran avec Askinema, comme ça, vous n'avez même pas besoin de lancer. Je vous dis ce que je fais et je vous le prouve. Donc, vous n'avez même pas besoin de lancer de Docker. Ok. Ok, donc là, on parlait tout à l'heure du consommateur. Donc, il fait un subscribe d'un topic. Ensuite, il fait poll, send, c'est un truc à 2 balles, c'est assez simple. Ensuite, il y a Kafka Stream, c'est un DSL au-dessus de... Donc ça, c'est des trucs assez bas niveau. Et finalement, nous, on veut faire des filtres, des agrégations, des jointures, des temps. Ça, c'est intéressant, c'est de rappeler. C'est donc là, le stream, les consommateurs, etc., n'ont rien à voir avec les brokers. Donc ça va dans une autre JVM. Le modèle de scaling est très simple. Donc avant, j'avais une app. Maintenant, j'ai 3 apps. Ça, c'est la façon de voir de là d'où on vient, en fait, ce qui était assez pénible. Franchement, moi, ça me saoulait quand je faisais du Spark de faire des trucs assez compliqués. Donc, il fallait bien un processing cluster. Typiquement, je veux faire une requête, je veux agréger par client la cardinalité de chacune des propriétés des éléments que vous avez capturés sur une échelle de 3 heures. Donc il fallait faire un job, l'envoyer dans un Spark, dans un Flink, faire le MapReduce, super. Le résultat, il fallait le mettre dans une base de données. Et moi, mon application, il fallait qu'elle récupère la donnée dans la base de données externe. Donc franchement, bon, ça fonctionne déjà, hein, c'est bien, mais c'était pas open bar. Et l'objectif de Kafka Stream, c'est à l'image de Kafka, qui était de simplifier la consommation et la production,
bah là, en fait, on va directement, parce que c'est une lib, renverser la stratégie, c'est-à-dire que c'est vous qui faites le processing, et il n'y a pas besoin de faire des hops inutiles. Vu que c'est une lib, bah, vous êtes master and commander, vous produisez votre donnée et vous la consommez directement dans votre application. Pour ceux qui ont fait du Spark et du Flink, etc., la différence, elle est vraiment notable. Tout est beaucoup plus simple. Tout est beaucoup plus simple. Et je vais faire une petite aparté sur les processing clusters. Alors, je ne vais pas faire du bashing, c'est juste mon expérience perso. C'est Spark et Flink, c'est de la bombe atomique. Franchement, c'est vraiment, vraiment très, très bien. En revanche, c'est un marteau 23 000 tonnes pour faire souvent des choses à 2 balles. La réalité, c'est que si on fait des trucs très compliqués, ça ne sera pas en temps réel. Donc il ne faut pas mélanger des outillages de type BI avec le temps réel. Donc si on veut faire du temps réel, il vaut mieux faire des trucs qui ressemblent à Kafka Stream et pas des trucs hyper compliqués. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça veut dire, un truc comme ça, c'est que vous avez une application qui utilise un framework qu'il faut donc builder, qu'il faut déployer via un driver dans un serveur qui va se répartir via les composants que vous aurez choisis sur des worker nodes, le tout dans Yarn, et le tout forcément multitenant, et aller récupérer les logs, les thread dump, la gestion des I/O, du throttling, des quotas, de Kerberos, c'est la misère. Et tout ça, pour les queues de cerises, c'est hyper chiant. Franchement, c'est chiant. C'est relou, quoi. Dans le monde de la BI, nickel. Franchement, faites-vous plaisir. Et si on revient là-dessus, le monde de la BI, donc ça, on peut dire c'est le temps réel, et il y a un consommateur en plus, avec un Kafka Connect. Vous avez dit que Kafka Connect, c'est les copies into et copies from. Et ben, on prend les données en temps réel, on les colle dans le monde de la BI, et les requêtes de psychopathes, allez-y avec Spark, parce que SparkQL, ça marche super bien. Vous pourrez faire des requêtes complètement alambiquées, hyper complexes. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous aurez votre réponse. Ok. Donc là, on est dans le mode processing. Qu'est-ce que ça fait? Donc ça tourne partout parce que c'est du Java. Le clustering fait pour nous, je vous ai dit que Kafka Stream, en fait, c'est une étape au-dessus du consommateur et du producteur. Donc l'étape dont on a parlé tout à l'heure de la gestion de l'assignation des partitions à des consommateurs, ben, c'est le clustering. Donc ça fait c'est de base. L'Exactly Once, alors ça, c'est pas forcément un sujet qui vous intéresse, mais il faut savoir que dès qu'il y a du pognon dans les tuyaux et qu'on veut faire des agrégations de pognon, on n'a pas le droit de faire double agrégation où on oublie un. C'est non négociable. Spark arrive pas très bien à faire ça. Il n'y a que 2 vrais composants qui arrivent à le faire, c'est Flink et Kafka Stream. L'Event Time Processing, alors ça va vous intéresser à plus d'un titre. C'est le temps des événements, c'est pas forcément trivial. C'est le temps de la montre, le temps de l'ingestion, le temps de la production ou le temps du message qui est dans le payload. Donc en fait, à Kafka Stream, dès qu'on va utiliser le temps pour faire la computation, on va pouvoir choisir la dimension temporelle. Extrêmement utile. Ça veut dire qu'il y a un message qui arriverait en retard par accident. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc là, pour vous, c'est hyper important. Sachez que en fonction des types de contraintes des late arrival que vous souhaitez avoir, Kafka Stream n'est pas forcément le bon choix et le meilleur choix sera Flink. C'est ce qu'on appelle la gestion des watermarks de temps. Je vous recommande de regarder Apache Beam, c'est juste une spec. Regardez ce que Beam propose pour essayer d'inférer les types de contraintes que vous souhaitez avoir pour demain. Et la réalité, c'est que c'est très compliqué et souvent ça ne vaut pas le coup, mais il faut savoir que ça existe, parce que ça va orienter ton choix entre Kafka Stream et Flink. Mon objectif, c'est que vous n'utilisiez pas Spark, parce que vous allez avoir des emmerdes qui ne valent pas le coup pour l'instant. Spark Structured Streaming est en train d'arriver. Ils sont en train de corriger plein des erreurs qu'ils ont faites, parce qu'en fait c'était les premiers, ils sont allés un peu rapidement. Donc focalisez votre énergie, après c'est vous qui choisissez, mais focalisez sur Flink et Kafka Stream, pas trop sur Spark pour l'instant. Sauf si vous avez déjà du Spark à la maison et vous vous sentez à l'aise, etc. Si vous êtes nouveau, ce serait dommage de partir sur un cheval qui est un peu fatigué. Les bases de données, ça c'est un truc hyper intéressant. Grosso modo, c'est que
Le modèle computation en stream, s'il est stateless, en gros, si vous faites des computations stateless en stream, bah, c'est naze. Ça veut dire que vous ne faites pas vraiment de trucs utiles. Souvent, c'est du filtre de haut niveau, de la validation à 2 balles. Du vrai stream, c'est qu'il y a de l'état. C'est une agrégation sur du temps, faire des percentiles, etc. Ça demande de l'état. Et l'état, il est dans une base de données intégrée dans la lib et répliqué pour la résilience dans 4 cas. Les joins, les windows, les agrégations, clairement, ça, bah, vous allez en manger d'une façon ou d'une autre parce que c'est votre métier, en très grande partie. Ça, c'est intéressant de savoir, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé de Flink et de Spark et du modèle qui, moi, me déplaît. J'aime les features, mais j'aime pas le modèle Ops, parce que moi, j'étais dev et Ops. C'est que ça fonctionne en tant que lib pour des trucs à 2 balles. J'ai un client en Allemagne, il vend des lunettes, c'est 1000 messages par heure. En revanche, il veut de l'ordonnancement total, de la résilience totale, et avoir les données en moins de 40 millisecondes. C'est assez surprenant. Et on a d'autres clients, c'est 40 milliards d'événements par jour. C'est une énorme usine en Russie qui fait... il va récupérer du fer dans la terre jusqu'à faire des tôles de voitures, quoi. Donc toute l'usine, il y a de l'IoT partout, et en temps réel, ils doivent déterminer qu'il faut aller changer une roue de camion, parce que sinon le camion il coûte 300 000 € et il s'arrête. Ah, c'est relou. Ok, donc c'est même pas une blague. Hein. Donc ce qui est important de voir, c'est que consommateur, producteur-consommateur, bon, bah, c'est des trucs bas niveau, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, n'hésitez pas. Il y a une version de plus haut niveau avec des filtres, avec un espèce de DSL particulier. DSL, vous êtes à l'aise. Enfin, en gros, vous augmentez le niveau de sémantique. Kafka Connect dont j'ai parlé, c'est juste un copy-in comme copy-out, et vous pouvez également mettre des filtres. Alors typiquement, c'est ce qu'on appelle les single message transform. Souvent, c'est pour anonymiser des champs, ou les supprimer, ou router dans un ES, un truc comme ça. Donc ça, c'est les connecteurs. Ça, c'est un sujet qui, je pense, est intéressant pour vous, parce que vous avez vos métriques qui arrivent par milliers. Super. Bon, ben, elles arrivent. Vous faites des agrégations, des sommations, des percentiles, des trucs rigolos avec ces données. Super, donc ça fait des résultats. Très bien. Et maintenant, il faut bien le restituer à l'utilisateur. Donc, supposons que vous avez un UID dans votre métrique. Donc, vous faites votre truc très compliqué et un UID. L'UID, en fait, il est lié, par exemple, à un LDAP chez votre client, mais c'est complètement décorrélé. C'est-à-dire que votre base de données, enfin, actuellement, c'est MySQL, vous pourrez faire un join, mais demain, quand ça scale à la chacal, c'est mort. Le join, ça ne va plus faire l'affaire. Ce que vous pouvez faire, c'est en temps réel, récupérer, ajouter un connecteur qui va copier le LDAP dans Kafka. Bon, bah, c'est possible. C'est juste, en gros, un change data capture, vous allez récupérer delta. C'est-à-dire que vous pourrez avoir dans Kafka tous les URID, et dans Kafka Stream, ou dans Spark, ou dans Flink, ce que vous aurez choisi, joindre en temps réel le résultat de votre computation avec les données de l'UID. Vous allez enrichir les données en temps réel. Moralité, dans la base que vous aurez choisie pour aller naviguer dans vos données, vous avez une nouvelle dimension. Et donc les BA, ils sont hyper contents parce que ça veut dire qu'ils ont moins de trucs compliqués à faire. Est-ce que vous utilisez de Elasticsearch actuellement? Ok, alors Elasticsearch, c'est super méga bien. Ce que vous faites, vous envoyez vos logs, vous envoyez des données structurées ou non structurées, et il y a des billets qui vont dedans, et en gros, c'est un cubolap à pas cher qui déchire. Moi, j'ai bossé sur un cluster ES à 1 péta, et ça fonctionne super bien. Alors, il y a plein d'emmerdes, etc., mais ça fonctionne super bien, parce que les billets, pour une fois, ils ont un moyen de poser des questions très riches, sans que nous, les informaticiens, on soit dans le jeu. Donc c'est cool. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de join. Donc ils auraient les mêmes problèmes dont je viens de parler, qui vous concernent vous. Si j'ai un UID qui veut faire des recherches particulières sur un domaine, eh ben, il faut qu'il fasse en amont des trucs compliqués pour poser une bonne question à Kibana, qui est l'interface au-dessus d'Elasticsearch. Moralité, si on enrichit en avance, avant de mettre dans ES, on augmente le nombre de dimensions pour la consommation, et c'est juste assez extraordinaire de voir que les billets kiffent en fait.
Donc l'enrichissement temps réel, vous pouvez le faire avec Kafka Stream grâce aux données que vous aurez récupérées. Alors typiquement, vos données clients, c'est dans une base de données MySQL. Vous pouvez récupérer à la chacal un select étoile, je le colle dans les topics, ou alors faire un change data capture, c'est-à-dire se connecter sur le binlog de MySQL et envoyer tous les deltas dans Kafka. Comme ça, vous pouvez avoir une autre vue de votre base de données. Moralité, vous pouvez faire une transition douce sur votre existant dans le monde Kafka. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Ça, c'est une des propriétés que j'aime le plus avec l'outil Kafka, c'est qu'on peut aller vers du meilleur, vers du nouveau, ouvrir les énergies, quoi, en pétant les bras à personne. Ça, c'est assez pratique. Clairement, on va pouvoir faire du join, des données, des sources de données hétérogènes. Et c'est exactement ça. Exactement ça. À condition d'avoir mis les infos qu'il faut. Il faut les mettre, ouais. Ouais, on ne crée pas de la donnée magiquement, ouais, on est d'accord. Donc les connecteurs, ce truc-là, en fait, donc c'est juste un copy in, copy out, et je vous avais dit qu'on pouvait faire des petites transformations. Bah là, on peut ajouter des tags, et faire un petit peu des trucs un peu à la con. Ce qu'on appelle les single message transform. S'il n'y a pas ce que vous voulez, vous pouvez en faire une en Java. L'objectif, c'est de vous montrer que tu as apply. C'est un truc à 2 balles, donc n'hésitez pas à le faire. Ok, donc on a parlé donc des consommateurs producteurs, donc c'est le truc bas niveau. Ensuite, Kafka Stream, c'est on augmente la sémantique. Kafka Connect qui est un peu sur le côté, c'est un espèce de fancy copy, quoi. Et ensuite, il y a KSQL qui là déchire. Alors pourquoi ça déchire? Parce que je vais vous montrer juste du Kafka Stream d'abord. Non, là je suis dans le code de Kafka. Hop, tout. Donc je vous avais dit tout à l'heure que ce que je vais vous montrer, c'est dans GitHub. Donc GitHub framia Kafka Story. Ok. Donc là, je vais vous mettre en mode simple d'abord. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc pour ceux qui n'aiment pas Docker, parce que j'ai tout dockerisé, j'ai la version avec la Confluently. Vous vous rappelez, les zip, vous téléchargez, vous faites start et vous avez la totale qui marche. Pour vous montrer qu'on peut faire des choses très simples, donc là je vais je vais écouter le topic Telegraph. Telegraph, c'est un espèce de concurrent en open source. Hein. Et je vais mapper les valeurs sur la thread. Alors là, mon objectif, c'était de vous montrer que c'était multithreadé, comment les partitions, de la même façon que les consommateurs, c'est par thread, enfin bref, il y a des dimensions rigolotes. Et je vais remettre ça dans un topic. Ensuite, je vais map group by key count to stream. L'objectif de ces trucs-là, c'est de progressivement faire des map group by sur du temps, des branches, etc., etc. Donc j'augmente le niveau de difficulté. L'objectif de vous montrer, c'est que en fait, il n'y a pas de révolution dans la maison. C'est-à-dire que Flink, Spark, Kafka Stream ont le même programming model. Alors, les goûts, les couleurs, il y a des trucs qui sont mieux à droite ou mieux à gauche, mais il n'y a pas de révolution. C'est que, quoi qu'il arrive, le programming model sera équivalent. Donc nous, c'est comme ça, c'est cool. On a l'équivalent des processeurs, c'est quand le DSL n'est pas suffisant, bah, vous pouvez débrancher et faire des trucs hardcore. Si vous avez besoin de mettre un lock, un sémaphore, attendre un truc externe, c'est enjoy. N'hésitez pas. Donc ça, c'est une façon de voir les joins. Ensuite, maintenant, une façon de voir Kafka Stream, ensuite, maintenant, il y a un truc très intéressant, c'est que, ok, super, donc on a joué avec les concepts de base, les filtres, map value, join, window, super. Maintenant, je vais faire du vrai business, parce que c'est marrant de faire la technique, mais il faut quand même répondre à nos besoins. Donc là, je vois un select étoile from member, inner join, where lot of turn, where machin, n machin, n machin. Donc là, ça commence à être plus un truc qu'on nous demanderait de faire. On est d'accord. Ça, c'est le code qui reprend ce truc-là. Donc si on reprend ligne à ligne, en fait, on va voir quasiment les mêmes choses avec des mots différents. On est d'accord? Et est-ce qu'on est d'accord que quand on a compris comment marche le DSL, parce qu'il n'y a pas de magie, quel que soit le type de requête, ça sera chiant à faire, parce que vous saurez le faire. Donc pour ceux qui ne savent pas faire, c'est dur. Et ceux qui savent le faire, c'est chiant. Et en fait, la réalité, c'est qu'avant de faire ça, on a une spec avec le billet, le chef de projet, le client, qui ressemble à une requête SQL. Parce que la réalité, hein, c'est SQL, ça marche super bien. D'ailleurs, vous utilisez MySQL. Donc quel est l'intérêt de scoltiner du Java qui va te saouler quand tu sais le faire et que tu ne vas pas savoir faire quand tu ne sais pas faire?
Parce que ça, en fait, c'est la réalité. Hein, c'est la réalité. Et bien en fait, KSQL répond exactement à ce problème-là. KSQL, c'est une interface au-dessus de Kafka Stream qui va juste traduire ça dans le code Kafka Stream. C'est pas plus que ça. En fait, c'est un transpiler. On peut en faire des caisses, mais si vous avez compris Kafka Stream, vous avez compris KSQL. Et ses contraintes, etc. Parce que c'est pas open bar, évidemment. Donc, KSQL, c'est juste une interface au-dessus de Kafka Stream. C'est tout, pas plus. Donc, c'est un DSL. Donc là, on peut faire... donc, ce qui est intéressant, là, on est vraiment dans le domaine qui peut vous apporter de la valeur demain. Et il y a encore une fois, Spark, il y a trois choix, hein. Vous avez trois vrais choix, Spark, Flink et Kafka Stream. Flink vient, dans la dernière version qui vient de sortir il y a 2 semaines, d'avoir un truc qui ressemble à ça. Spark, pas encore, moralité. Spark, vous oubliez, focalisez sur Flink et Kafka Stream. Donc là, par exemple, vous faites une requête, select étoile from machin, machin. Premier truc, c'est qu'on comprend, pas de souci. Vous pouvez itérer avec votre client. Qu'est-ce qui va se passer si je lance ça donc là, il y a une interface à la MySQL, genre ./MySQL avec .u, etc. Vous avez un SQL line. Et qu'est-ce qui va se passer si je lance ça? Donc déjà, j'imagine que je vais voir les statuts des bytes uniquement sur un topic dont une propriété sera ça, avec une clause de restriction et de balle. Hein? Un tableau avec 2 colonnes. Il y aura un tableau avec 2 colonnes, ok. Ouais. Et il y a un truc qui va se passer ou pas? C'est hyper important, je fais pas du... Je vais prendre du temps, 2 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va mouliner les données. Alors après, est-ce que user agent est indexé? Je sais pas trop après les mécanismes qui sont en œuvre. Alors, rien n'est indexé dans Kafka. Rien n'est indexé dans Kafka. Rien. Donc on va parcourir la queue de bout en bout Ouais. pour récupérer les messages qui nous intéressent. Très bien. Et donc, il va se passer quoi? Potentiellement, ça fait un gros volume, je sais pas, Ouais. à parcourir. Supposons qu'il y a 3 messages. Parce que c'est le début. Ouais. Okay, qu'est-ce qui se va passe? vite, alors, parce que... Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe dans l'interface client. Tu as fait clic, 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 et machin, il se passe quoi? J'obtiens un tableau. Tu as un tableau avec 3 éléments, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça? A priori, je m'attends un peu pas à ça. Donc déjà, c'est sûr qu'il y a au moins 3 éléments, ça c'est certain. Et donc, après tu as la main, tu peux refaire une nouvelle requête un peu différente, c'est ça? Je peux imaginer ça. Ouais. T'es sûr? Voir, ça va continuer parce que... Ok, donne, nickel. En fait, c'est un tube. Ça s'arrête jamais. Okay. Ça s'arrête jamais. Ouais. Donc en fait, déjà, c'est bien, c'est pas du SQL. Hein. C'est de la computation sur de la donnée en mouvement, qui est unbounded. Donc en fait, ça s'arrête jamais. Donc là, en fait, effectivement, tu auras tes 3 messages. Et puis, en fait, tu sais jamais quand ça s'arrête. Donc il se met en écoute, en fait. Exactement, il faut faire CTRL-C. Et là, tu peux refaire une nouvelle requête. Donc c'est bien des continuous queries. Donc là, tu peux créer un stream donc là, tu vas créer un stream qui est le résultat d'un select avec machin et des joins. Ok. On s'arrête. Ouais, vas-y. Pour reprendre l'exemple précédent, Ouais. sur les Mozilla 5.0, c'est intéressant Ouais. parce qu'on pourrait imaginer de faire une classification par user agent, mais du coup, il y en a combien? Des centaines. Et puis, on peut lancer combien de streams sur un Kafka? Il y a des limitations après Je te parlais de trucs qui sont sympas, et le modèle de scaling, et ce qui pue, et ce qu'il faut faire attention. Parce que c'est des sujets à la limite. Nickel. Donc là, vous êtes d'accord, maintenant on fait la même chose. Ça, c'est une query qui est continue, il va falloir la terminer, on fait terminate query. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais récupérer depuis le clickstream, donc j'ai bien un topic clickstream qui serait l'équivalent de vos métriques qui arrivent, tranquille. Et puis tout à l'heure je parlais des LDAP, supposons que c'est les users. Et donc en temps réel, je vais récupérer ce truc-là, c'est ça? Ça marche ou pas? Donc là, je vais créer un nouveau topic qui s'appelle VIP Action, avec le résultat de l'enregistrement du clickstream avec les données des users en temps réel. Ouais. C'est des views de Kafka. Alors, en fait, c'est l'équivalent d'une materialized view. C'est juste ça. Donc en fait, on peut se revenir, et tout ça en temps réel. Et donc on peut revenir au truc. Truc intéressant, c'est que les users, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe si c'est un stream lui-même? C'est bizarre, non? Si c'est un stream.
stream d'un stream. Ouais, c'est bizarre. Donc il y a bien des joins de stream à stream et de stream à table. Ouf. En fait, il y a un truc que je ne vous ai pas dit au début, c'est que donc il y a bien des valeurs qui arrivent. Vous savez, dans les partitions 1, 2, 3, 4, il y a des payloads, super. Et ce que vous pouvez faire, c'est ajouter des clés. Ok? Ajouter des clés. Et bien les clés, il y a ce qu'on a. Donc il y a. Parlons du topic anniversaire. Florent, il est né. Florent, il a 1 an. Florent, il a 2 ans. Florent, Florent, il a 43 ans. Donc je peux revenir dans le temps. Et je reviens à Florent, il a 6 ans. Et je repars. Je peux revenir, Florent est né, et je repars. Donc ça, c'est intéressant. Je vais avoir l'historique d'un sujet. Ou alors, je peux, en tant que consommateur de la donnée, en avoir rien à péter de ce qui s'est passé avant. Je veux avoir juste l'âge de mes utilisateurs. Parce que des Florent, il y en a plein. Et je veux avoir Florent, il a quel âge tout de suite. Donne. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un topic compacté. Alors, c'est un mot très compliqué pour dire qu'on va conserver uniquement la dernière valeur de chaque clé. C'est-à-dire qu'il y a un stream, on voit tout l'historique de Florent, et on peut dire de l'autre côté, tu récupères les données, tu vas streamer la première partie, tu vas le mettre dans un topic qui est lui-même compacté, et il va y avoir un scheduler et un log cleaner qui va shrinker la totale. Moralité, là-dedans, ça c'est bien d'un stream, parce que là c'est du temps réel, j'ai l'ensemble de l'histoire. Et là, moi, mes users, j'en ai rien à péter que Florent, il avait changé, il était à Bordeaux, maintenant il est à Paris. Maintenant, je veux joiner sur Paris, quoi. Il y a vraiment plein de cas d'usage qui peuvent sortir de ça. Je vous recommande de faire... Après, ça ressemble à du scale, mais en fait, ça n'est pas vraiment. Ça n'est pas... Le count, par exemple, on ne va pas pouvoir le faire. Là. Non. Ou en tout cas, ou alors il ne va pas se comporter de la même manière. Bingo, exactement. Donc en fait, les counts, vu que c'est du unbounded, tu as besoin d'avoir du temps pour justement te baser sur une souche concrète commune. Parce que comme tu es unbounded, il faut bien que tu dises, il faut que tu donnes des unbounded count, ça marche pas, il faut bien des bornes. La borne, c'est le temps. Le temps que tu auras choisi, la dimension temporelle que tu auras choisi. Donc là, c'est la requête qui tue pour moi, parce qu'elle met en avant plein de sujets. S'il y avait un join là-dedans, ça serait encore mieux, mais là, c'est vraiment la totale. Donc, on a bien une table, c'est le sujet qu'on vient de déterminer juste avant. Donc, je ne vais pas avoir l'historique de la computation, je vais avoir le résultat de la computation. Donc, je vais sélectionner, donc j'ai un topic authorization attempt, et si j'ai sur une fenêtre glissante de 5 secondes, donc 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, ça pourrait être 5 secondes décalé d'une seconde, décalé d'une seconde, ou alors une session window, enfin bref, il y a plein de gestion temporelle. Je vais grouper, donc ça revient à ta question en fonction des users, je crois que c'est quelqu'un qui avait posé la question, je vais grouper par le type de carte, par le numéro de la carte, et donc je vais comptabiliser le bordel, et quand c'est supérieur à 3, je vais ramener ça dans un autre topic qui est possible fraud. Et il y aura un consommateur qui va récupérer les cartes où on pense qu'il y a une fraude, et il va faire d'autres applications pour déterminer si effectivement, en regardant dans les logs, dans les bases de données, sur un référentiel externe de banque, si effectivement c'est une fraude. Donc là, on a bien la gestion du temps. On a les groupes, les counts, et le reversement dans un autre topic à destination d'autres personnes. Donc Addtable, ça ne crée pas physiquement le topic, il existe déjà. Non, ça va le créer. Ouais. Ça va le créer, alors du coup, on ne peut pas avoir un consommateur branché dessus spontanément à l'écoute. Si. En fait, c'est juste un topic comme un autre. Donc on dit j'écoute un topic qui n'existe pas. Non, mais le topic il existe, là, tu viens de le créer. Oui, d'accord, mais ce que je dis... Ah oui. Donc ça se met à jour en flux continu. Tu peux voir ça comme une materialize view. Donc c'est tout pareil. Hein. Le reste, c'est un peu bullshit. Hein. C'est une façon différente de faire la même chose. Donc le message apparaît spontanément. Exactement. Tu as les messages qui arrivent à que le dans Authorization Attempt. Et en temps réel, message par message, on va calculer tout ce bazar. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme il y a une agrégation qui se passe, count c'est une agrégation, ouais. Donc dans le temps, le count il va changer. Et qu'est-ce qui se passe si pas de bol, tu as fait une boulette, tu as juste tué la machine, quoi.
Ah, c'est ballot, quoi. Donc en fait, c'est là où ça commence à puer. Et c'est là où il y a plein de choix distincts entre Flink, Spark et Kafka Stream. Parce que KSQL, c'est Kafka Stream, on est bien d'accord. Donc en fait, l'agrégation, elle est faite en mémoire, normal, au niveau de la partition. Parce que derrière ça, encore une fois, il y a des partitions. Le modèle de scaling, c'est la partition. Donc l'agrégation, elle se fait en local, stockée dans une base de données embarquée qui est RocksDB, comme dans Flink d'ailleurs. Et cette base de données, en fait, elle va être résiliente parce qu'elle est écoutée, elle est renvoyée dans Kafka, qui lui-même est résilient. Et la machine que tu fais, oh putain, bah, excusez-moi, tu la refais démarrer. Et au démarrage, Kafka Stream va faire, moi je dois calculer tout ce bazar, et je vais regarder dans les changelogs de la computation, et je me remets là où j'en étais. Moralité, tu peux être serein lorsque tu fais une boulette où tu as un décès qui tombe, ou il y a un upgrade qui se passe pas bien, tranquille. Parce qu'il va y avoir un rebalance, etc. Et le size 5 secondes, là, par rapport à la question de la temporalité tout à l'heure, ouais. C'est 5 messages, enfin plutôt des messages, 3 messages en l'occurrence, dans cette arrivée en 5 secondes, ou ça peut être en fonction d'un timestamp inclus dans le payload? Si t'as, oui, alors déjà oui, tu peux parce que bon, ça tu le vois pas, mais tu peux accéder au timestamp qui est dans le message. Ce qu'on appelle les préciser ma question dans cet exemple précis. Imaginons que pour une autre, l'automate n'a pas envoyé l'événement. Tiens, il y a une demande d'autorisation sur cette carte de crédit. Ouais. Puis il arrive un peu plus tard, mais il y a quand même eu, je sais pas, 3 essais simultanés qui ont eu lieu sur cette carte. On en a reçu 2, puis le troisième il arrive. Là, on arrive bien à créer donc dans le possible fraud. Ouais, d'accord. Donc en fait, ça sera je comprends très bien ta question. Donc maintenant, finalement, tu as un firewall qui a queené, et le message il arrive un peu après. Voilà. Donc en fait, moi j'avais. Même après les 5 secondes. Après les 5 secondes de la montre. Oui. Mais là, tu as choisi. Alors tu peux choisir de travailler sur le temps de la montre, et tu peux faire la même chose en disant non, je veux le temps de la montre, mais je veux également le temps du payload. Et tu peux faire. Après, ça, c'est du métier. Hein. Tu vas choisir. Par exemple, tu peux faire ça plus la même chose sur une autre temporalité, une autre dimension de temporalité. Et ça va te permettre, encore une fois, parce que c'est hyper important, toi, tu vas pouvoir dire tiens, il y a mes firewalls qui queen, il y a mes ELB qui queen, j'ai mon client qui envoie pas un truc, je l'appelle. Parce que c'est pas logique ou en fonction des trends, il y a des choses qui se passent pas bien. Ça, c'est. En fait, finalement, là, on n'est plus dans le computing, on est dans l'observabilité en fait. Je renverse au lieu de me faire engueuler, je vais regarder en amont là où ça peut queener et je vais être force de proposition et aller papoter avec les autres. Comme ça, tu as de meilleures relations avec tes clients en fait. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai dit. Donc, si tu avais le temps, l'expérience et l'aspect, tu laisses faire KSQL, ça fait le truc. Ah oui, et willingness to do the boring code. Là, c'est un truc important, c'est que quand tu as des requêtes SACOM et tu files ça à ton développeur senior parce que c'est un peu relou à faire, il va dire t'es sympa, mais file-moi les trucs plus rigolos à faire. Quoi. Ouais. Alors ça, c'est une façon de vous prouver que c'est bien que KSQL c'est bien du Kafka Stream. Donc je lance la confluence start, la CLI à la con là. Je mets une donnée dans les machins, je lance KSQL, je fais un select étoile from temp et je me connecte sur la MBIN et je vois bien que c'est bien du Kafka Stream avec mes métriques, etc. Donc c'est assez intéressant. Ok, donc là on va revenir sur les cas d'achoppement. C'est ce que tu en as parlé tout à l'heure. C'est pas une base de données. Il n'y a pas d'index. C'est fait pour du stream, quoi. Si tu fais une agrégation de 3 semaines, pose-toi les questions, quoi. Tu peux le faire. En revanche, est-ce que c'est le bon outil, quoi? Parce que tu fais du calcul en temps réel pour 3 semaines. Non, ça c'est la BI, quoi. Non, tu vas récupérer les données. Et Kafka est un bus de données, tout le monde peut consommer dans la file. Donc faites participer la BI pour ce qu'elle sait faire très bien, quoi. Donc comme il n'y a pas d'index, JDBC, ça part, enfin bref, vous avez compris, c'est pas fait pour faire la BI. Alors il y a un truc qui est vachement chouette, que j'aime bien, parce que c'est pas chiant, parce que souvent on fait des trucs un peu relous. On s'est connecté sur un jeu vidéo. Il y a le volant, vous savez les volants physiques,
qui se connectait en USB pour jouer aux jeux vidéo. Donc on a capté toutes les données, on envoie les données en temps réel, ah oui ça arrive, ça passe parfois par internet. Donc je vous montre rapidement le design de ce truc-là. Donc on a le système qui est physique, on envoie les métriques à Kafka, KSQL va transformer ces données pour créer des agrégations, tout plein de bazar. Le résultat revient dans Kafka. Kafka Connect, qui est le copy, va récupérer les résultats et le coller dans un FluDB, c'est une base de données temporelle, j'imagine que vous la connaissez, et Grafana va visualiser le bazar. Et donc là, en temps réel, on a plein de dashboards qui s'affichent, c'est rigolo. Et vous avez tout l'historique de comment est-ce qu'on avance progressivement à créer des filtres. Donc là, tu as des... Pardon ? Vas-y. C'est ton volant, ça ? Ok. Donc on peut voir que dans KSQL, on peut faire des opérations un peu à la con. On peut voir qu'on a des clauses de restriction, les hopping windows. Là, je vous parlais avance by 1 seconde. Donc 5 secondes, c'est bien, mais moi, je ne veux pas avoir une 5 secondes par 5 secondes. Je veux vraiment avoir une fenêtre glissante. Et ben on les avance. On crée d'autres machins. On crée des nouveaux streams avec des clauses de restriction. On fait des choses qui commencent à être intéressantes. Donc tout à l'heure, on a vu count, mais il y a aussi max, min, les percentiles, les top K, etc. On a exactement... Pardon ? Le average, je pense qu'il y est. Ouais. Après, tu peux faire tes propres UDF. Hein. User Defined Function, pardon. Et là, tu as du join. Donc, c'est... en fait, ce qui est dur, en fait, quand il y a en fait, dans l'informatique, c'est qu'il y a plein de choix. C'est galère à déterminer là où vous allez investir du temps pour déterminer si c'est adapté à vous. Regardez ce blog post, il est sympa et ça vous permet d'augmenter votre confiance sur le fait que ça vaut le coup d'investir du temps sur KSQL. Alors moi j'ai fait un truc complet qui est plus à l'image de ce qu'on a dans l'entreprise. Genre c'est relou, c'est moins drôle que les jeux vidéo. Et donc là je vous fais la totale. Donc alors tout ça c'est en open source. Hein. Donc c'est sur du Docker. J'ai Telegraph qui est écrit dans un InfluDB, j'ai Grafana qui affiche Telegraph, et le Telegraph, il récupère les trucs dans Kafka, et j'ai un event source generator pour simuler l'event sourcing, qui met dans Kafka, et puis j'ai une application Kafka Stream qui va écouter l'event source generator, qui va le coller dans un MySQL, et j'ai un change data capture sur le MySQL, qui lui-même va se récupérer par Kafka Connect, envoyé dans Hadoop, envoyé dans... Tiens, je l'ai pas mis dans... Ah oui, dans S3 aussi, etc. Donc un truc vachement moins drôle. Une autre vision du sujet, blablabla. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde parle avec Kafka. L'objectif, c'est de vous faire, il y a un pétraché de composants, et finalement, le lingua franca, c'est Kafka. Une autre façon de le voir, alors quand j'ai fait ça, j'ai découvert, vous connaissez bien Docker ou pas encore? D'accord, j'ai découvert un truc qui est assez intéressant, qui est un Docker Compose Viz, qui utilise GraphViz pour faire ces trucs-là automatiquement. Donc là, c'est l'aspect tel qu'elle est. Intéressant, encore une fois, c'est... Donc là, il y a Control Center, le truc qui est payant, mais si on l'enlève, on peut voir qu'il y a bien un layer de storage naturel qui se dégage. Donc Kafka, il est vraiment le bus de messages Apache en fait. Voilà. Ouais, truc intéressant, si vous voulez tester KSQL, ne soyez pas surpris que les nested types sont pas encore d'aplomb. Ça a été mergé il y a 3 jours. Voilà. Mergé il y a 3-4 jours, ou la semaine dernière peut-être, je sais pas. 16, ouais, d'accord, quelques jours. Je vous ai dit que KSQL, c'est une interface au-dessus de Kafka Stream, donc vous avez toutes les features de Kafka Stream. Non, on n'a pas terminé l'intégration des joins de stream à stream. Ça arrive dans la version suivante. Il y a plein de trucs à voir sur l'écosystème. J'ai une version un peu plus corporate que j'ai fait à Devox, qui brosse en parlant de schema registry, parce que quand on parle d'un Kafka qui est le bus de messages, si les messages ils n'ont pas d'API, ça va être la misère à moyen terme. Et donc il y a plein de solutions pour gérer ce genre de trucs, c'est les Thrift, les protocoles buffer et Avro. Et nous, on a une schema registry Avro qui permet d'avoir un contrat garanti
et qu'on peut lire. Alors Avro, ça permet de faire du forward, du backward compatibility, etc. Vous pouvez adapter vos API dans le temps sans que ça fasse péter quoi que ce soit. C'est un sujet que je vous recommande violemment de regarder. Ça c'est marrant, donc c'est la CLI, vous téléchargez, zip, ça marche. KSQL Capacity Planning, il faut faire attention. Donc KSQL Capacity Planning, hein, c'est pareil pour Kafka Stream. Hein. Donc, ah oui, les trucs qui puent. Donc il faut faire attention dans Kafka Stream au rebalance. Typiquement, j'ai pris l'exemple où il y a une boulette et il y a une machine qui est juste morte, et ton Kafka Stream, il est tombé. Et donc tu vas sûrement faire démarrer une nouvelle application pour prendre la charge des topics. Le modèle scaling, c'est les partitions. Donc il faut bien une nouvelle application qui consomme ces trucs-là. Mais pour ça, il faut qu'elle revienne à l'état connu. Et ça prend du temps. Donc en gros, tu peux, à une boulette près, avoir une espèce de gros hiccup de computation, genre il faut revenir de zéro. À ce moment-là, il y a un truc qui s'appelle les standby replicas, qui permet que s'il y a une boulette de la vraie vie, il y a une autre application qui est autorisée à écouter les changelogs dont je vous ai parlé sur les computation stateful, et comme ça, ton hiccup, il est que de quelques instants. C'est hyper important, parce que quand tu es en prod, c'est les sujets que tu veux voir. Kafka, donc il y a plein de composants, donc j'en ai pas trop parlé, mais les brokers, c'est les byte in, réplication, byte out, histoire de déterminer qui est les leaders, parce que quand on a parlé tout à l'heure de ça, ce que j'ai pas dit, c'est que les partitions, en fait, elles sont répliquées pour que ça soit résilient, et si elles sont répliquées, il faut déterminer qui est la partition sur laquelle on peut lire et écrire, c'est le Single Reader Principle. C'est ce qui permet de garantir l'ordonnancement dans la partition. Moralité, il y a besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui participe à la fête pour déterminer qui est le leader. Et on utilise Zookeeper pour ça. Donc, on revient... un petit laïus sur Zookeeper. Zookeeper, ah oui, sur les points d'achoppement qui puent. Donc, vos potes dans l'industrie vont vous dire Kafka, c'est bien, mais Zookeeper, c'est la misère. Alors Zookeeper, vous la prenez, donc on appelle ça souvent Zookeeper. Donc vos potes qui vous disent ça ont eu sûrement de vraies raisons pour lesquelles ils queen. Il faut voir Zookeeper comme votre grand-mère. Votre grand-mère, vous la mettez au coin du feu, vous la secouez pas. Et ben Zookeeper, c'est pareil. Vous lui mettez sur une machine, elle a des IO garanties, et vous augmentez le timeout côté broker, et vous n'avez aucun problème. Donc c'était un problème avant, ça l'est plus. Il faut juste savoir que c'est votre grand-mère. Donc il y a bien le Zookeeper qui va déterminer qui sont les leaders. Le REST proxy qui va vous permettre d'avoir des vieux composants qui ne peuvent pas vraiment parler en Kafka parce que ils sont en Delphi, en COBOL, en Pagdaz. Les KSQL serveurs, il y a plusieurs modes de computation. Donc on peut l'embarquer dans du Kafka Stream pour participer à la fête du Kafka Stream, ou on peut le lancer en mode comme MySQL. Tout le monde peut envoyer des posts, c'est du HTTP, donc tout le monde peut envoyer ça, mais c'est un peu le bordel, sinon ça veut dire qu'on ne peut pas garantir quelles sont les computations. Donc on peut également lancer KSQL avec un fichier, comme ça vous savez exactement qui fait quoi. Les Kafka Connect, c'est une application qui embarque plusieurs connecteurs, de type S3, HDFS, Chain Data Capture, etc. Là aussi, c'est un coup de poste. C'est à droite, à gauche. Je fais un petit aparté pour vous montrer que c'est vraiment à 2 balles. Kafka Story, tac, un Chain Data Capture. Avec schema, non, Chain Data Capture tout simple. On va regarder rapido le Docker Compose. Donc j'ai un Zookeeper pour m'occuper des leaders. J'ai 3 Kafka. Bon, super. J'ai un MySQL, tranquille. J'ai un schema registry donc ce qui permet de déterminer, de donner les API au-dessus des data. Et j'ai un Kafka Connect. Donc c'est des trucs un peu pénibles. Juste 2 secondes, je vous montre le MySQL. Le MySQL, j'ai bien activé le binlog. Vous êtes à l'aise avec le binlog de MySQL? En gros, c'est là où il stocke, c'est son WAL, son write-ahead log, dans MySQL.
Et donc, ce que je fais, je vais faire un Docker Compose Post, et je dis, je vais utiliser ce connecteur. Tu prends la base de données MySQL, qui est là avec les credentials, et tu me récupères tout ce qui est dans MyDB, et tu les colles dans Schema Exchange. Done. Voilà, donc là vous êtes au cul du camion de MySQL, et c'est dans Kafka. Donc maintenant, dans Kafka, vous avez les diffs, les deltas et les créations. À pas cher. Alors je vous explique toutes les boulettes que font les débutants, histoire de ne pas que vous galériez. Et au final, on a ce genre de choses. On a un payload avec before, after. Donc là, si before et after, c'est nul, ça veut dire que c'est un delete. D'ailleurs, ça c'est un delete. Donc ça, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais c'est un post, MySQL, Kafka. C'est pratique quand même. Puis même avec les schémas registry et export to S3, pour vous montrer la difficulté, c'est tout pareil. C'est juste que notre copain le compose, on aura ajouté des schémas registry. Donc il va gérer également les états. Pour copier vers notre ami S3, comme très rapidement vous allez avoir des pétrachis de données, parce que quand on fait de la télémétrie, on a des pétrachis de données. Pareil, je prends un S3 Sync Connector, donc source, c'est pour récupérer d'une source vers Kafka, et un sync, c'est je prends Kafka et je le mets dans un sync. Donc là, je dis S3, tu prends les topics là, et tu le mets dans ce CDC, dans le bucket. Alors j'utilise Minio, qui est un espèce d'équivalent de S3 local, et roule ma pool, done. Ça fonctionne. C'est assez épatant. Et donc avec ça, vous allez pouvoir utiliser le monde de la BI. Si vous utilisez Google, pardon, si vous utilisez AWS, vous utilisez EMR gratuitement et roule ma pool, quoi. C'est-à-dire que tu lances ton cluster Hadoop pendant 3 heures, tu lances tes jobs, parce que tes données tu les as déjà. Tu tues ton cluster EMR, c'est-à-dire que tu as Hadoop, tu as le meilleur d'Hadoop sans avoir les emmerdes. J'ai dit, donc on a parlé de la... J'ai pas encore expliqué pourquoi est-ce que c'est rapide, et prouver pourquoi est-ce que c'est rapide. On va revenir rapidement là-dedans. Ok. Donc on va focaliser sur une partition. Donc la partition, elle aura été élue en tant que leader par Zookeeper. Donc en tant que producteur, je vais me connecter sur une partition donnée, pas une partition répliquée. En tant que lecteur, je vais être sur la partition qui est leader, tranquille. L'écriture du producteur, ça va arriver dans un broker. Et comme je n'écris que dans une seule partition, je suis dans un memory map file de Kafka, et j'écris toujours en séquentiel. Moralité, ça veut dire que l'écriture sur disque, elle est flushée de façon super rapide, parce que c'est le perfect match. Et la réplication, on n'a même pas besoin d'attendre qu'il y ait un flush, parce qu'il y a des réplicas, les réplications qu'on ne voit pas là, les réplications, elles se collent au niveau du camion dans le memory map file, dans la mémoire. Donc finalement, on est en mode mémoire, memory pure. Et on attend que la réplication se fasse, et c'est une réplication de TCP, finalement c'est une réplication de TCP et pas une réplication de F-Sync. Aujourd'hui, si vous utilisez MySQL, vous attendez la réplication F-Sync, parce qu'un commit, c'est un F-Sync. C'est done. Moralité, là, on est à la vitesse de la mémoire. Et la mémoire, elle est très rapide. Moralité, on a la vitesse du disque, séquentielle. On a des clients, ils sont à plus de... Je crois que le plus gros client, il est à 60 gigaoctets par seconde. Un des plus gros que je connaisse. Et moi, les clients perso, si c'est 10 gigas en entrée. Et donc, moralité, pourquoi est-ce que c'est rapide? Parce qu'en fait, on ne touche pas le disque. On ne touche pas le disque. Alors, évidemment, éventuellement, on touche le disque, mais on touche le disque de façon séquentielle. Donc, en fait, c'est parfait pour les productions. On a ensuite, un des objectifs, c'était demain, l'exploitabilité, la containerisation. Alors, depuis octobre, en fait, Docker a intégré dans Docker Swarm Kubernetes. C'était le dernier moment, c'était le dernier lock pour faire tomber tout le comment expliquer ça? En fait, tout le monde attendait de savoir
quel était l'orchestrateur qui allait gagner. Depuis que Docker Inc. a intégré Kubernetes dans Docker Swarm, qui était la seule vraie IP qu'ils avaient, l'industrie a fait ok, bon, c'est Kubernetes. On n'aime pas, tout le monde y va. Donne. Moralité, tous nos clients à nous, on a plus d'une centaine plus de 200 énormes clients, et ils sont tous à nous demander, ben, écoute, la fête est finie, l'industrie a choisi Kubernetes, on y va, quand est-ce que vous nous servez? Moralité, on a déjà annoncé il y a 3 semaines que Kubernetes, ben, ok, on va tous le faire. On va sortir des scripts, des Helm charts dans 2 semaines. Et on va sortir également des opérateurs. Alors, vous êtes à l'aise avec les opérateurs avec Kubernetes? Déjà Kubernetes, vous êtes à l'aise? Bon, je vais faire un petit topo super rapide. Donc en fait, vous avez des containers, et les containers, vous pouvez voir ça comme une VM un peu différente, les goûts, les couleurs. Et un orchestrateur, c'est le composant qui va permettre de réconcilier un état que vous aurez choisi. C'est-à-dire que vous, en tant que Ops, vous dites je veux tel état. C'est-à-dire que je veux au moins 3 containers de ce type-là, ici. Je veux au moins 4 containers de ce type-là qui ont des anti-affinités avec les autres. Bon, bah ok, très bien. Et l'orchestrateur, son métier, c'est que éventuellement, il arrive à respecter ce que vous avez demandé. Donc ça, c'est cool. Donc on part de zéro, vous dites je veux ça, et donc l'orchestrateur va faire ça et ça. Et puis, il y a une machine qui tombe. Eh bien, l'orchestrateur, il va écouter tout ce qui se passe. Et comme c'est une machine qui tombe, l'état qu'on a demandé n'est plus celui que... Enfin, il faut le réconcilier avec l'état qu'on a demandé. Et c'est le job de l'orchestrateur. Et donc, Kubernetes peut faire ce genre de choses. Alors, là, c'est la version très rapide, mais c'est vachement plus riche. Et Kubernetes, l'un des intérêts majeurs, c'est qu'il y a des API partout, au niveau des containers, au niveau de l'orchestrateur. Et les opérateurs, en fait, c'est un moyen de contrôler l'orchestrateur. Moralité, en tant que Ops, on fait du rolling upgrade. C'est quoi du rolling upgrade? C'est de dire, tel type de container, d'abord, je vais les tuer moi-même. Ensuite, j'applique un changement de configuration, puis je les lance progressivement, en tant qu'humain, en fait. Et ça, en fait, on va le scripter. Et c'est ce qu'on appelle les services opérateurs. On va forcer la main à l'orchestrateur. Et c'est pour ça que c'est bien, en fait. Donc, moralité, ça veut dire que la plupart des difficultés d'opération des grands produits de type Cassandra, Kafka, etc., sont vraiment, vraiment simplifiés. De la même façon qu'il y a des logs, la gestion des logs est automatique, le monitoring des métriques, la redondance, résilience, tout le bazar. Donc Kubernetes, c'est bon, mangez-en, l'industrie y est arrivée. Petit beware, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise et que ce n'est pas un choix stratégique, vérifiez avant d'y aller. Autant il y a de nouveaux vecteurs de bénéfices, il y a surtout de nouveaux vecteurs d'emmerde. Et si vous ne les connaissez pas en amont, vous allez être un peu surpris. Et, par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise sur les storage drivers de Docker, si vous ne voyez pas vraiment les différences entre device mapper, AUFS, etc., attendez un petit peu.